Brève conversation avec le nouveau secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité, Bonaventure Ngobo, qui vient là d'être porté sur les fonds baptismaux car il s'agit de sa première sortie depuis qu'il est nommé à cette fonction. Le chef de l'État a salué ensuite quelques cadres des départements de Plateau et de la Cuvette. Un échantillon des sages des deux départements était dans leur tenue habituelle. Après quoi, le cortège présidentiel a pris la direction de la résidence privée d'Oyo. Le 1er novembre, le chef de l'État et son épouse déposent des gerbes de fleurs d'abord au cimetière familial d'Oyo devant les parents et les corps constitués présents dans la ville. Le couple présidentiel s'est ensuite rendu au cimetière Konakona d'Edou pour effectuer le même geste sur la tombe de Lucie Edith Bongo Ondimba et les autres membres de la famille. C'était à l'occasion de la Toussaint. Plusieurs groupes traditionnels partis de Brazzaville s'étaient rassemblés à Edou où ils ont offert un grand spectacle culturel au public. Le 2 novembre s'ouvre une nouvelle page de l'agenda présidentiel avec la mise en service officielle par le chef de l'État, bien entendu, de l'usine de lait de l'Alima, l'œuvre d'une société privée brésilienne, Asperbra, le DG de la société sur les capacités de production de l'usine. Ce projet, le lait de l'Alima, va permettre de procéder et de commercialiser le lait qui se produit et qui se produira dans la région, dans tout le pays. Cette usine de lait de l'Alima aura une capacité de production de 8000 litres de lait par jour, soit 240 000 litres par mois ou 2 800 000 litres par an. Aujourd'hui, on reçoit pour produire à peu près 250 litres de lait par jour. On prévoit jusqu'à la fin de l'année 400 litres par jour. Et à partir du mois de septembre 2014, 1000 litres de lait par jour. Nous irons aussi produire et lancer dans le marché 3 qualités différentes de fromage. Le fromage frais, la mozzarella et le fromage normal. Nous irons aussi produire du beurre de haute qualité, c'est-à-dire le beurre salé, le beurre sans sel et le beurre light. Très touché par cette réalisation, le maire de la communauté d'Oyo, qui du reste est témoin des progrès dans la contrée, dédie cette usine à tous les ancêtres de la localité. Ceux-ci devraient, dit-il, se retourner dans leur tombe pour donner au chef de l'État une santé de fer. Le lait et le fromage de la Lima seront bientôt dans les ménages des Congolais. Question justement de minimiser les risques de la dépendance alimentaire. Le 3 novembre, le chef de l'État reçoit à l'aéroport de Lombo un invité de marque. Il s'agit de Faure Gnassingbé, président de la République du Togo en visite officielle. Le Togo et le Congo entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération depuis Étienne Gnassingbé Yadema, fait président du Togo. La visite du président Faure Gnassingbé s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié qui s'appuient sur les accords signés en 1986. Le président togolais a été chaleureusement accueilli à l'aéroport, ensuite à Oyo. Le même jour, en début d'après-midi, il a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Lucie Edith Bongo Ondimba. Le président Denis Sassou Nguesso a ensuite fait visiter à son hôte la nouvelle usine de lait de l'Alima dont il venait de donner le là des activités. Faure Gnassingbé a été ensuite conduit aux usines de manioc et de Kiessi situées à Edou avant de se rendre au chantier des panneaux solaires dont les travaux avancent à pas de géant. Le lendemain, les deux chefs d'État ont poursuivi la série de visites et de réalisations agro-pastorales du président de la République.
Il s'agit notamment de Laranche Kila et de Mbobo. Ces visites ont été sanctionnées par un déjeuner que Denis Sassou Nguesso a offert à l'honneur de son hôte au site touristique de Ngolodoa. Le 5 novembre, les délégations des deux pays ont publié un communiqué conjoint dans la salle Edith Bongo Ndimba en présence des deux chefs d'État. Claudine Munari est ministre congolais du Commerce et des Approvisionnements. Les deux chefs d'État se sont réjouis de l'excellence des relations qu'entretiennent les deux pays. Ils ont affirmé leur volonté de les renforcer et de leur donner une impulsion nouvelle. Ils ont décidé à cet effet de la convocation de la première session de la Grande Commission mixte au premier semestre de l'année 2014 aux fins d'une évaluation exhaustive de cette coopération et l'identification des secteurs prioritaires pouvant contribuer à sa dynamisation. Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso a félicité son homologue togolais pour les importantes réalisations qui ont profondément transformé le Togo ces dernières années, conformément à son programme de réformes politiques, économiques et sociales visant la modernisation de son pays. Il a par ailleurs salué sa quête permanente de paix et de réconciliation par un dialogue soutenu entre tous les acteurs politiques togolais. Le président Faure Essozima Gnassingbé a pour sa part félicité son homologue congolais pour la réalisation des infrastructures socio-économiques dont le Congo s'est doté dans le cadre du projet social Chemin d'avenir qui contribue à la modernisation du pays et au mieux-être du peuple congolais. Ils ont condamné fermement l'assassinat crapuleux de deux journalistes français par les bandes armées à Kidal au Nord Mali et ont exprimé leur profonde compassion et leur solidarité au gouvernement et au peuple français ainsi qu'aux familles des victimes. Les deux chefs d'État ont également exprimé leurs préoccupations concernant la détérioration de la situation sécuritaire en République centrafricaine. Le président Faure Essozima Gnassingbé a félicité et encouragé le président Denis Sassou Nguesso, médiateur dans la crise centrafricaine, pour ses efforts dans la recherche d'une solution à ce conflit et pour le soutien multiforme qu'il ne cesse d'apporter au peuple frère de la République centrafricaine. Les deux chefs d'État ont salué les initiatives prises par l'Union africaine, la Communauté économique des États d'Afrique centrale et le Conseil de sécurité des Nations unies en vue de l'amélioration de la situation sécuritaire en République centrafricaine. Ils ont en outre lancé un appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux afin qu'ils apportent à ce pays un appui multiforme conséquent pour la mise en œuvre effective de la feuille de route de la transition. Le président Faure Essozima Gnassingbé a salué et encouragé le président Denis Sassou Nguesso pour son implication dans la résolution des conflits sur le continent. Après cette visite, le président Faure Gnassingbé est reparti dans son pays avec le sentiment d'avoir visité un Congo dans une sorte de révolution économique silencieuse. C'est une visite d'amitié mais également de travail. Je dois dire que, comme toujours, le président Sassou Nguesso m'a accueilli dans d'excellentes conditions et nous avons saisi cette occasion pour parler un peu de notre continent. Au moment où nous parlons d'intégration sous-régionale, d'intégration régionale, d'intégration continentale, toutes les fois que les hauts dirigeants africains se retrouvent, c'est l'occasion de toucher tel ou tel problème. Naturellement, regretter les conflits, s'informer mutuellement sur ce qui se passe dans nos zones respectives en Afrique de l'Ouest et également en Afrique centrale, et puis les relations de l'Afrique avec ses grands partenaires mondiaux. Aujourd'hui, nous avons une organisation qui fait que l'Afrique entretient des relations avec la Chine en tant que continent, avec l'Inde. Prochainement, nous aurons la conférence Afrique-Arabe. Donc nous avons parlé de tous ces problèmes-là et j'ai été frappé par les analyses du président Sassou Nguesso. Elles sont toujours judicieuses et je repars convaincu que, comme il le dit, si
nous sommes unis, nous serons toujours plus forts. Ça a l'air banal de le dire comme cela, mais le dire oui, le faire c'est mieux. Ensuite, j'étais impatient, je lui avais dit, de voir un peu ce qui se passe au Congo, comme on a l'impression que c'est une révolution économique silencieuse qui se fait. Naturellement, sa modestie l'empêchait de nous dire un peu l'ampleur des projets qu'il est en train d'entreprendre dans ce pays. Donc je suis venu voir, vous avez dit, j'ai visité pas mal de structures et je lui disais que mon sentiment est quelque part celui de un peu de regret. Je me suis dit, mais quand nous voyons ce qui est en train de s'accomplir ici, que tout le monde, en tout cas après ces explications, j'ai vu non seulement les structures, mais je sais où ils vont en venir avec ces structures-là. Donc les ranchs, quand on parle d'autosuffisance alimentaire, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est seulement avoir le bol du maïs? Mais c'est non seulement la quantité, mais également la qualité nutritionnelle. Et je vois dans ces projets-là une source d'emploi pour les jeunes, mais une source d'indépendance, de vraie indépendance. Nous avons, en Afrique de l'Ouest, nous consacrons plus d'$1 milliard à acheter du riz, par exemple. Nous savons que ce n'est pas raisonnable, même si nous avons pris certaines habitudes alimentaires. Mais à un moment donné, il faut une prise de conscience. Je dis arrêtons cela et essayons de produire chez nous. C'est ce que j'ai vu ici avec ces rangs. J'ai été impressionné par ce qu'on pouvait faire en important ces bœufs que nous avons vus. Mais ce n'est que le début du processus que nous importons. Demain, ces bœufs-là seront ici, feront des veaux et l'espérance va se diffuser dans tout le pays. Il m'a également parlé des transports, des possibilités de transport qu'il y a, les zones économiques spéciales, bref, je pourrais tenir tout un discours dessus. Donc ce sont ces enseignements-là que je suis venu chercher, je repars satisfait. Et la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus enfermés dans un seul modèle de développement. Nous avons nos partenaires, je l'ai cité, j'ai dit tout à l'heure, la Chine, l'Inde, mais nous avons également les pays frères d'Afrique qui tentent des expériences parfois heureuses, mais parfois malheureuses. Mais nous pouvons nous inspirer de cela, nous pouvons avoir ces échanges-là. Et moi, j'ai commencé par le Congo. Je ne dirais pas que je peux tout répliquer, mais je crois que j'ai été conquis et nous allons essayer de nous en inspirer pour démarrer quelque chose dans notre pays, le Togo. Le 6 novembre se pose à l'aéroport de Lombo l'appareil transportant le président de la transition centrafricaine, Michel Djotodia. Il est accueilli par le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, Firmé Ayessa, à l'aéroport. Michel Djotodia est reçu à la résidence du bord de la Lima par Denis Sassou Nguesso pour un entretien. Quel est l'objet de la visite du président de la transition centrafricaine à Oyo? C'est ce que la presse a bien voulu savoir. Nous venons juste pour requérir les dernières dispositions à prendre, les dernières instructions, ce que c'est déjà fait et ce qui n'est pas encore fait et qui fallait déblayer le terrain avant que le groupe de contact ne vienne. Les préparatifs en émou pour recevoir les groupes de contact à Bangui et préparer sa venue le vendredi prochain pour pouvoir prendre part à cette rencontre. Et quel est l'enjeu de ce sommet, M. le Président? Bon, mais oui, vous savez, pour rétablir la paix dans un pays, il faut des moyens. Il faut des moyens financiers et matériels. Nous n'en avons pas et puis c'est pour ces motifs, n'est-ce pas, que le président du comité de suivi en la personne de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a tenu à ce que la deuxième rencontre, n'est-ce pas, ait lieu à Bangui, là où est le théâtre des événements. Comme ça, eux-mêmes, les bailleurs de fonds, ils feront eux-mêmes l'état des lieux et éventuellement se motiver, n'est-ce pas, à nous aider. L'objectif de cette réunion exactement? Bon, je ne sais pas, mais il y a plus de 39 pays qui sont attendus. Est-ce qu'il y a des signes de progrès? Est-ce qu'on ne tourne pas en rond, M. le Président? Oui, tout à fait. La sécurité, bon, Bangui est presque pacifiée. Et sur les 16 préfectures que nous avons, il y a seulement 4 qui connaissent encore des moments de trouble. Notamment la préfecture de Luam,
la préfecture de Lampende, la préfecture de Nanamambéré et la préfecture de la Loubaye. Voilà, sur les 16, il y a 4 préfectures qui connaissent encore des moments de trouble. Bon, il est difficile, mais je vais essayer de vous en parler. Vous savez que le président déchu, il est de la préfecture de Lampende. C'est l'une des plus grandes préfectures. Ils sont nombreux. Alors, et ces mêmes gens vivent, ces mêmes ethnies, l'ethnie de Bozizé, une partie vit dans la préfecture de la Loubaye. Et elle occupe au moins 41% de la population de la Loubaye. Et c'est ce qui rend les choses difficiles. Parce qu'en partant, il a organisé déjà ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire en distribuant des armes et des machettes à ceux de son ethnie. Ils sont nombreux. Et c'est eux qui occupent justement cette partie-là, les 4 préfectures. C'est eux qui sont les plus nombreux là-dedans. Et c'est eux qui organisent ces troubles. Cependant, dans les autres préfectures, il est difficile que ceux-là, ceux de l'ethnie de Bozizé, aillent là-bas pousser les autres à un soulèvement. Voilà. L'espoir est permis quand même, Monsieur le Président. Pardon? L'espoir. Oui, nous espérons, nous voyons l'avenir de notre pays avec objectivité, avec le concours surtout des pays frères tels que la République du Congo, la République du Tchad, du Cameroun, n'est-ce pas, la Guinée équatoriale, du Gabon et les autres qui font partie de la CAC. Ça, je parle de la CEMAC et ceux de la CAC également. Nous comptons d'ici, s'il plaît à Dieu, d'ici la fin de l'année, avec nos propres moyens. Je voudrais parler de la CAC. Avec nos propres moyens, nous sommes en mesure déjà de ramener la paix sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Les conditions de 18 mois seraient tenues comme telles? Bon, si les conditions se réunissent, effectivement, puisque c'est 18 mois, on va faire les élections. Si déjà, c'est le terrain qui commande, ce n'est pas moi. Il ne m'appartient pas de vous dire si c'est 18 mois ou 15 mois. Si les conditions sont réunies pour les élections, libres et transparentes, nous n'hésiterons pas. Ce 6 novembre, l'entretien entre Michel Djotodia et Denis Sassou Nguesso a été précédé par le déplacement du chef de l'État vers Obuya à la faveur de la journée de l'arbre. Le reboisement, un moteur pour l'émergence de l'économie verte au Congo, c'est sous ce thème qu'a été placée la journée nationale de l'arbre. Sur une étendue de 4 hectares située au village Olenga, à 15 km d'Oyo, que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et quelques corps constitués ont planté des arbres appelés azobé, une essence forestière locale très exploitée dans le cadre des travaux hydrauliques et sert également à la fabrication des traverses de chemin de fer. Au total, 1600 espèces ont été plantées. Pour le président de la République, 20 ans après le lancement de cette opération, l'objectif n'a toujours pas été atteint. Quel est le message que vous pouvez passer au peuple congolais que vous suivez en ce moment? Bon, en réalité, le message, je le passe à la presse, aux communicateurs. Je ne suis pas sûr qu'un travail important a été fait au niveau de la presse, c'est-à-dire vous, non, les médias, radio, télévision, presse écrite. Je ne suis pas sûr que vous avez fait un travail suffisant pour faire comprendre aux Congolais que l'institution de la journée nationale de l'arbre, le 6 novembre, c'est une loi. On dit qu'il n'est censé ignorer la loi, mais vous devriez, à mon avis, expliquer au peuple que la loi dit que le 6 novembre, chaque Congolais, où qu'il se trouve, devrait planter, même dans sa parcelle, chez lui, à la maison, peu importe l'endroit. C'est pas seulement là où le président plante son arbre et puis tout le monde, tous ceux qui sont là pour la séquence se mettent autour de, c'est pas une mauvaise chose, même individuellement. Partout, la loi dit que chaque Congolais doit planter au moins un arbre d'essence fruitière ou forestière. Bon, vous voyez que nous sommes ici, dans ce district.
il n'est pas évident. Je ne suis pas sûr que dans les villages environnants, les paysans et les Congolais tout court ont compris qu'aujourd'hui ils devaient planter. Il faut expliquer. L'éducation du peuple, c'est tout cela. Expliquer simplement ces questions au peuple. Bon, je regarde votre télévision, Ndombolo, les gens chantent et dansent. Hein, ils ont plus de temps que tout le reste hein, sur vos chaînes. Bon, je vois l'Odyssée de la démocratie, c'est bien, c'est le débat démocratique. Mais il faut éduquer, il faut expliquer au peuple, donner une grande place aux médias. Bon, la presse écrite et passe son temps à ramasser des ragots, des rumeurs, à écrire n'importe quoi. On dit ça, on est parfois découragé hein, de lire ce qui est écrit. Mais l'éducation du peuple, l'explication des choses simples, même les questions d'assainissement dans les villes, nettoyer autour de sa maison, enlever l'herbe, ne pas jeter les ordures dans les caniveaux, etc. La radio, la télévision, ça doit être aussi, et puis je pense même surtout, ça doit être un instrument pour expliquer au peuple, éduquer le peuple, expliquer des choses simples. Monsieur le Président, le Congo c'est déjà 60% de forêt. On continue de planter. L'objectif final c'est quoi donc? Bon, mais vous pensez que nous allons un jour couvrir tout le Congo que de forêts? Et je ne suis pas sûr de cela. Ben, il y a 60% de forêt, comme vous dites. C'est qu'on en coupe pour le bois de chauffe, pour les constructions, pour l'exportation. On en coupe, même pour faire les plantations. Chaque fois que l'on fait une plantation en forêt, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais enfin, c'est qu'on coupe les arbres tout le temps. Et c'est couper, renouveler, toujours. On n'en aura jamais assez. Et même à l'échelle du monde. Et ici, il y a des forêts, mais ailleurs, il y a des déserts. Ce 31 octobre 2013, le secrétaire exécutif de l'Agence pour l'eau et l'assainissement en Afrique, Idrissa Doucouré, a conféré avec le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Les deux hommes ont eu une longue et prometteuse entrevue au cours de laquelle il a été traité des questions d'eau et d'assainissement en Afrique. Un sujet qui tombe à pic au moment où le chef de l'État a initié le projet Eau pour tous. Nous avons en tout cas revisité la coopération entre notre institution commune Eau et assainissement pour l'Afrique et la République du Congo, les différents chantiers, les différents projets qui sont en cours, mais également nous inspirer sur les programmes majeurs initiés par son Excellence, notamment dans le secteur de l'eau potable. Comme vous le savez, le programme Initiative Eau pour tous, je crois que c'est également un des programmes phares que nous voudrons en tout cas offrir à l'ensemble des pays de l'Afrique pour s'inspirer des programmes du genre, pour qu'on puisse faire en tout cas les avancées attendues dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Pour ce dernier, les gouvernements africains doivent privilégier la technologie pour résoudre le problème de l'eau en Afrique. La société Bouygues Télécom, qui opère déjà au Congo, dans le domaine de l'électricité, affiche l'ambition de continuer à investir au Congo. L'annonce a été faite ce mardi 6 novembre par Jean-Philippe Train, président directeur général de cette société, reçu en audience par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette fois-ci, elle compte investir dans l'électricité numérique. Nous sommes surtout porteurs de l'envie et l'ambition de pouvoir continuer à travailler sur les infrastructures à la fois d'énergie et du numérique au Congo, dans un pays qui est en plein développement où il y a de nombreux projets. Nous avons d'abord réalisé une très grosse opération au Congo puisque c'est nous qui avons réalisé les travaux de réhabilitation de la ligne haute tension entre Pointe-Noire et Brazzaville et le raccordement jusqu'à la centrale de Tchèque. Nous avons réalisé les réseaux de distribution dans Pointe-Noire et dans Brazzaville. Nous avons participé à tous les travaux électriques sur les municipalisations. Cette délégation a aussi offert des présents au chef de l'État.
Avec Pierre-André Wilzer de la société Socotrans, il a été question des techniques nouvelles dans le domaine des transports. Je tenais à l'informer d'un certain nombre de projets qui s'intègrent dans les plans que lui-même et son gouvernement ont élaborés pour renforcer les infrastructures du pays, que ce soit par la voie fluviale, ou par la voie terrestre, ou par la création de zones, de ce qu'on appelle les ports secs, de zones de transit pour les marchandises qui entrent, qui sortent, pour que le Congo, qui est en plein développement, puisse effectivement offrir des moyens techniques modernes et meilleurs marchés aussi. La CEAC s'engage résolument à renforcer ces troupes qui passeront à 4000 hommes, ceci justement dans le souci de rétablir rapidement l'ordre sur l'ensemble du territoire centrafricain. C'est l'engagement pris par le secrétaire général de la communauté qui déclare avoir beaucoup travaillé pour le retour à la vie normale à Bangui. La CEAC a beaucoup fait. S'il n'y avait pas la CEAC, ce serait le chaos en Centrafrique. Ce serait le désordre aujourd'hui. En Centrafrique, il y a quand même une vie, surtout Bangui. Si vous allez à Bangui, vous allez croire qu'il n'y a jamais eu la guerre. Il est vrai qu'il y a des cas isolés d'insécurité. Et nous allons faire en sorte que cela, avec la collaboration des autorités centrafricaines, leur coopération, nous en avons besoin, doivent s'engager à nos côtés, aux côtés de la FOMAC, pour mettre un terme à cette insécurité. Le sommet de Bangui est donc très déterminant pour que l'ordre soit rétabli sur l'ensemble du territoire. Après quoi, le président de la République a quitté Oyo pour Bangui.